Bonjour chers amis téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Je vous renouvelle mes vœux de bonne année dans le cadre du calendrier grégorien, puisque je vous l'ai déjà dit, tout le monde ne vit pas au même rythme. Il y en a qui sont à 6 000, d'autres à 5 000. Et ici, on en est à 2 000. Donc, on continue à explorer des thèmes parfois difficiles, des problématiques qui sont nécessaires dans les formes d'exploration que nous proposons, qui sont nécessaires aussi à notre compréhension du monde et à la prise de nos responsabilités, ou en tout cas à une tentative d'assumer les responsabilités qui sont les nôtres, puisque vous savez qu'à trop se taire, on s'étouffe. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir deux personnalités qui vont nous aider à débattre du thème du génocide, qui est un petit peu, un peu contesté en tant que concept qui définirait ou dirait un peu où nous en sommes dans nos réalités quotidiennes ou dans notre vie de citoyens du début du XXIe siècle. Qu'est-ce que nous avons fait de l'héritage de nos ancêtres, où en sommes-nous? Et cela tiendra forcément compte de comment nous sommes nés. Donc, nous allons essayer donc avec Madame Rolande Bosfort, qui est historienne. Bonjour Madame Bonjour. Bosfort. Et Monsieur Maître Germani, qui est aussi prince, dites-moi votre prince. Du royaume d'Alada. Du royaume d'Alada. Nous allons essayer donc de discuter avec eux, de clarifier. Enfin, on va discuter et vous apporter des éléments, non pas pour vous convaincre que nous sommes en train d'être génocidés, parce que parfois un peu de bon sens nous donne à lire ce qu'il y a à lire, mais parfois nous sommes aveugles, nous nous aveuglons volontairement. Donc on vous donnera des éléments et vous en ferez ce que vous voudrez, mais nous aurons au moins proposé dans une émission que nous voulons sérieuse, cette réflexion de l'état de notre société, de notre groupe humain aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite une bonne écoute, une bonne après-midi, une bonne soirée si vous regardez l'émission en soirée. Et puis, n'oubliez pas, envoyez vos remarques. Nos invités vous laisseront leurs coordonnées. Vous pourrez aussi les inviter, discuter, etc., etc. Voilà, au plaisir, donc à bientôt. Donc, Madame Bosfort, oui, vous êtes historienne, je vous laisse vous présenter. Alors, je suis Rolande Bosfort, je suis historienne et attachée, associée au laboratoire d'histoire de l'UA, Paul Martinique, au laboratoire AIHP Géode. Donc, j'ai terminé ma carrière professionnelle depuis peu et je fais de la recherche sur l'histoire de notre pays. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler essentiellement de la dimension démographique du problème du génocide. Oui, tout à l'heure vous avez dit qu'il faut que nous définissions ce que c'est que le génocide avant de commencer. Voilà. Donc à l'heure actuelle, il nous faut bien comprendre que le génocide dont on parle, c'est pas celui qui découle d'un génocide guerrier, c'est-à-dire on a tué toute une population et on remplace par une autre. C'est quelque chose d'insidieux. Et c'est peut-être pour cela que qu'il y en a certains qui ne s'en rendent pas compte. Donc, avant d'en parler, oui, parler un peu de la population de la Martinique, du problème démographique, de cette démographie qui est en train justement de régresser. Et depuis un certain nombre d'années, les prévisions alarmistes datent déjà depuis 2006-2005. Et c'est maintenant que les gens commencent... Qu'on se réveille. C'est voilà, comme pour, oui. comme pour le chlordécone. Voilà. Alors que
en 1999, donc à la fin du XXe siècle, on prévoyait les prévisions INSEE, soi-disant, prévoyaient plus de 400 000 habitants à la Martinique pour la première décennie du XXIe siècle. Et on se rend compte que finalement, ces prévisions, ces prévisions, les Martiniquais disaient oui, on même pensera, on est 400 000 alors qu'on n'a pas pu atteindre cette prévision. Mais on continue à dire qu'on est 400 000. Ah, voilà. D'accord. Maître, qu'est-ce que vous voulez, de quoi vous allez nous parler? Quel aspect vous allez évoquer avec nous? Déjà, je souhaite me représenter, c'est-à-dire que vous avez dit deux choses, Maître Germani et puis Prince du Royaume d'Alada. Alors, on va dire pour le système occidental ou français. Donc, je suis avocat, Georges-Emmanuel Germani. Bon. Et puis, dans le cadre de mon retour vers l'Afrique, j'ai eu la chance, au-delà de mon couronnement en tant que prince, mais de recevoir un nom. Donc, c'est Damileko, ce qui veut dire « nous sommes de retour ». Damileko. Voilà. Donc, si je puis participer, apporter quelque chose au débat, ce sera surtout sur l'aspect juridique de ce que c'est qu'un génocide. C'est une infraction pénale, c'est la plus grave des infractions pénales qui est punie de la plus lourde peine et qui, en principe, je dis en principe parce que c'est pas toujours le cas, et de la nature d'un crime d'État. C'est pas toujours le cas puisque c'est pas toujours un État qui s'en prend à un autre État. Ça peut être aussi un groupe majoritaire qui s'en prend à un autre groupe plus faible ou minoritaire. Donc, est-ce qu'on peut parler de génocide en ce qui nous concerne? Est-ce que la question du scandale de la molécule de chlordécone s'apparente à un empoisonnement tellement massif qu'on pourrait parler de génocide? Est-ce que les termes employés par Aimé Césaire sont justes, c'est-à-dire qu'il parlait de génocide par substitution sans forcément faire appel aux considérations juridiques? Est-ce qu'il avait raison? Est-ce qu'il était un visionnaire? Est-ce qu'il était le seul? Apparemment, non. Voilà ce que je propose de faire. D'accord. Donc, on est d'accord, chers téléspectateurs. On essaye, avec les outils qu'on a et les spécialités qui sont les nôtres, d'interroger ce qu'on appelle aujourd'hui un fait social. Ce fait social est appréhendé à travers un certain nombre de manifestations. Baisse de la population, vieillissement, perte de valeurs culturelles, remplacement insidieux d'une population par une autre. Ce sont des paramètres qu'on prendra en compte. Maintenant, puisque mes invités vous disaient que c'est une situation, enfin la question du génocide est dans la préoccupation des nôtres depuis très longtemps. Je ne sais pas, j'ai pas eu le temps d'en faire une diapo, mais je voulais vous montrer ce vieil ouvrage qui date, il me semble, des années 80, qui s'appelle « La vérité hurle en plein cœur de la tragédie », écrit par un monsieur qui s'appelle Franz Baude, B-A-U-D-E, et qui est absolument alarmant par rapport à ce que nous entendons aujourd'hui. Et il l'a probablement écrit à la fin, ou dans les années 80, au début peut-être. Alors, sa première phrase, c'est celle-là. « La Martinique est menacée de mort. La thèse que j'ai le devoir impérieux d'exposer sincèrement et crûment dans ce livre constitue un message solennel et un cri déchirant vers tous les Martiniquais menacés de disparition prochaine si l'action gouvernementale se poursuit de la même manière avec ses aspects essentiellement négatifs, conduisant dramatiquement à une inquiétante, aliénante et exterminante finalité. Les Martiniquais ont pénétré complètement dans l'impasse qui les a menés
au bord du gouffre mortel qui les guette sournoisement. Il n'y a plus que 2 solutions à envisager rapidement: glisser finalement et définitivement au fond de ce gouffre, ou alors se ressaisir dans un sursaut énergique et courageux pour tourner le dos au danger et avancer bravement dans le sentier de leur propre histoire qu'ils pourront enfin forger pour récupérer impérativement leur vraie identité. C'est une question de vie ou de mort, car c'est une question d'être ou de ne pas être. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres choses dans sa préface qui sont encore plus alarmantes au niveau dans la formulation, mais aussi de l'avenir sombre qu'il prévoit concernant le groupe humain que nous formons. Alors, est-ce que c'est parce que Aimé Césaire l'avait dit un peu avant lui? Est-ce qu'il y avait des signaux qui faisaient que voilà, il fallait dire très vite ces choses-là, ou le ressenti était quelqu'un peut-être de particulièrement sensible à l'évolution de sa société? En tout cas, il fait un état des lieux à travers tous les secteurs de l'économie. Et il va toucher également au social, à la société et à la culture. Et dans chaque chapitre, chacun de ces chapitres, il expose en quoi, effectivement, notre manière d'évoluer, de gérer nos vies et l'économie qui est censée être la nôtre, a des répercussions sur nos chances de durer ou alors de disparaître. Alors ce sont des mots très forts qui font peur, d'autant que le texte est assez ancien. Et quand Césaire l'avait dit, donc on l'avait situé dans un contexte particulier, et on avait pensé peut-être qu'il était dans une forme d'exagération. Je ne sais pas. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que alors on va dire le danger qui a été pressenti par ces grands hommes-là, parce que c'était quand même des personnes, c'est pas des enfants, c'est pas des aventuriers, c'était pas des gens qui ont mené non plus le pays à l'aventure, hein? Si je puis me permettre, évidemment, il faut se poser la question historique du contexte. Cependant, Césaire n'était pas seulement martiniquais, c'était un personnage mondial et qui, à l'époque de la décolonisation, sortait de peuples qui avaient subi parfois, c'est le cas du Brésil, c'est le cas de Cuba, etc., c'est-à-dire des endroits où il y avait eu l'esclavage et où, quand au sortir de l'esclavage, les Africains noirs étaient plus nombreux, les Blancs se sont dit, il faut qu'on fasse venir des Blancs, il faut qu'on blanchisse la population. Et aujourd'hui, même si j'ai une certaine affection pour Cuba, mais il faut le dire aussi, Cuba comme le Brésil, ce sont des pays qui ont subi cette volonté de remplacement de la population. Et puis, en sortant du contexte historique esclavagiste, il y a également d'autres peuples qui ont subi cette volonté de remplacement. Les Indiens d'Amérique, aujourd'hui, c'est les vrais Américains, et pourtant, ils ont été complètement remplacés par ceux qui aujourd'hui se prétendent Américains. Il y a les aborigènes. Aujourd'hui, c'est pas des Australiens, c'est pas des Néo-Zélandais. C'est les peuples de côté. Des animaux de siècle. Donc, un peu partout. Alors, c'est vrai que ça donne quelque part un certain sentiment, en gros, qu'on s'en prend aux Blancs ou qu'on les pointe du doigt. C'est vrai que quand on regarde l'histoire des dépeuplements et des remplacements de population, à chaque fois, comme par hasard, ça fait penser à l'ouvrage de Rosa Amalia Plumel-Uribe, La férocité blanche. À chaque fois, on se rend compte que les Blancs arrivent quelque part, ils tuent les gens qui sont là, ou quand ils sont là, ils essayent de les faire mourir, ils les remplacent. Ils ne composent pas avec eux. Ils les remplacent et ils se font appeler du nom du peuple qui était là, ou quand ils n'ont pas rebaptisé carrément le peuple.
notre débat est d'autant plus dangereux que d'écrire cela, c'est tout de suite se faire accuser d'ethnocentrisme, d'afrocentrisme. On a du mal finalement à faire parler les chiffres et à dire, bon, il y avait des peuples là, ils ont été exterminés. On ne sait même pas combien ils étaient. Ici, il y a un peuple martiniquais qui a perdu, c'est vrai, en quelques années, entre 10 et 15 000 de ses membres, qui va vieillir, donc qui va mourir. Est-ce que ça s'apparente à un génocide par substitution quand, parallèlement, on a tous les éléments d'un ciblage ethnique? Quand j'étais à l'armée, je me souviens d'ailleurs que j'avais rempli un formulaire où il y avait une ligne origine ethnique. Et quand j'avais posé la question, qu'est-ce que je mets là, origine ethnique, j'étais tout de suite classé parmi les objecteurs de conscience. Et donc, le scandale chlordécone, c'est la preuve quand même, quelque part, qu'on a décidé de ne pas traiter de la même façon un scandale sanitaire. Alors, quand on dit scandale sanitaire, en fait, c'est pas ça. C'est des gens qui meurent ou des gens qui sont malades. Voilà. On a décidé de ne rien faire, et je dis bien, et je prends mes responsabilités, l'État français a décidé de laisser mourir pendant de nombreuses années des populations lorsque tous les indicateurs permettaient de dire qu'il y a un risque de danger pour la vie, parce qu'à un moment, il y a toujours des scientifiques pour dire on n'est pas sûr. Pour le chlordécone, on a très vite été sûr, et quand on a été sûr, on a ciblé, on a limité. Quand 3-4 tonnes de patates douces chlordéconées sont arrivées en France, à Dunkerque, on a dit stop, on ne veut pas de ça, donc on les a détruites. Par contre, dans le même temps, il ne se passait rien en Martinique, en Guadeloupe, dans les populations ciblées. Ce ciblage crée une nouvelle qualification pour les crimes contre l'humanité. Avant, le crime contre l'humanité, on peut supposer un génocide, on tue des gens en masse. Là, ce serait un nouveau génocide par non-assistance à un peuple qu'on a fait mourir, c'est-à-dire qu'on empoisonne. Cette notion a du mal à s'imposer, cette qualification a du mal à s'imposer parce que on va trouver des gens pour nous dire oui, mais bon, en Martinique, il y a des Blancs. Donc, ce n'est pas un crime contre les nègres. Ensuite, on va nous dire il n'y a pas une volonté, puisque la non-assistance, c'est ne rien faire. Or, il n'y a pas une volonté de faire, donc de tuer. Donc, laisser mourir, ça n'est pas tuer. C'est subtil, d'accord. Ensuite, on va nous dire qu'il n'y a pas de plan concerté. Or, les différents positionnements étatiques montrent qu'il y a manifestement une volonté généralisée et régulière de ne pas faire ce qui doit être fait, donc de ne rien faire. J'ai l'expérience de dossiers qu'on enterre et de dossiers qu'on n'enterre pas. Lactalis en France, c'est le dernier scandale. Le sang contaminé, l'amiante, c'est des scandales qu'on n'a pas enterrés. On a essayé un temps, mais on ne les a pas enterrés. Par contre, dès que ça touche les non-blancs, donc les contaminations radioactives à Mururoa, le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, etc., dès que c'est pour les nègres, on peut les laisser mourir. C'est le sentiment que donne l'attitude de l'État, l'absence aussi d'indemnisation, parce que l'indemnisation ne sert pas qu'à acheter des cercueils, elle sert aussi à soigner des gens. Et aujourd'hui, on ne fait ni l'un ni l'autre. Les gens meurent ou tombent malades, et ben, c'est pour leur poche. Mais bon, merci pour ces explications. Il est clair qu'on est dans des processus et qu'il faut comprendre aussi que c'est sûr, pour les nègres, on ne fait rien, mais entre nègres aussi, on a très peur de prendre la parole sur ces thématiques parce qu'il y a une sorte de pression silencieuse qui est très forte et très violente qui font que les gens, dans un monde où la précarité est très forte, où l'insécurité, etc., les gens
sauvent, alors on ne sait pas quoi, mais ils cherchent à sauver des choses parmi lesquelles leur carrière, leur chance d'évoluer dans une société justement qui fait de moins en moins de place aux gens comme nous. Et la loi du silence, eh bien, est celle qui règne, parce que ces pressions silencieuses aussi, on obtient donc ce silence par différents moyens que nous connaissons. Hein. Les formes de corruption, on ne va pas les énumérer ici, vous les connaissez. Et donc, il y a une sorte de complicité aussi de notre élite qui fait que c'est vrai qu'elle ne fait pas de pression contre le gouvernement là où on l'a placée pour qu'elle soit justement le défenseur ou la défenseur de nos droits et de nos vies en quelque sorte. Alors, je vais interroger Madame Bosfort et je reviendrai vous donner une définition du terme génocide pour qu'on sache bien qu'on reste circonscrit dans ce qu'on veut évoquer avec vous. Bien, pour rebondir sur ce que disait Maître Germani, donc ces jours-ci, on parle beaucoup du chlordécone parce que bon, les choses sont en train de remonter. D'ici quelques années, on ne sait pas si on va encore en parler parce que, comme vous disiez, on enterre tous les dossiers concernant les peuples non blancs qui se trouvent dans ces régions françaises. Parce que dans le passé, il y a déjà eu d'autres scandales qui ont montré que justement ces populations noires étaient menacées. Et ces scandales ont été aussi enterrés. Il y a eu aussi tout ce phénomène d'acculturation, tous ces phénomènes qui ont gommé un peu, qui ont gommé la culture martiniquaise, qui ont empêché aux Martiniquais de faire peuple. Donc, faire peuple, c'est-à-dire se mettre debout là et constituer une force. Absolument. Donc, tout a été cassé. Donc, et on se rend compte que progressivement, on a l'impression qu'à chaque décennie, il y a quelque chose qui va venir et puis qui va nous empêcher de nous révolter. Alors, nous parlions de la démographie, quelque chose qui s'est passé, puis bon, dans les années 70-80, et puis bon, on n'en parlait plus. La société martiniquaise était en train de se européaniser. Et il y avait et là, la baisse démographique commence là. La peur de la famille nombreuse, le fait que les familles qui ont peu d'enfants, ce sont celles qui réussissent. Et c'est là où on met en place, par exemple, la stérilisation forcée. La stérilisation forcée. Ceci fait scandale à La Réunion il y a quelque temps parce que Françoise Vergès a voulu la dénoncer. Mais la stérilisation forcée a existé en Martinique. Mais quelques personnes en ont parlé et puis c'est un plouf. Oui, mais à côté de la stérilisation, il y a eu aussi les utérus de ces femmes qu'on a enlevés à leur insu. Voilà. Et ça a été des cas considérables. Voilà. La ligature des trompes des femmes, dès qu'elles avaient 7 enfants, elles étaient ligaturées. On ne leur disait pas. À leur insu. Donc il y a eu plein de scandales. Absolument. Et plein de choses comme ça. Et comme vous disiez, qu'on étouffe à chaque fois. Bon, le chlordécone, mais parce que bon, il y a quand même des professeurs comme le professeur Bellepomme, il y a des gens assez influents qui en parlent, donc on a l'impression que le soufflet monte et qu'il ne va pas retomber, espérons. Mais dans le passé, il y a eu plein de scandales comme ça et qui ont fait de la Martinique, ce vide démographique que nous connaissons actuellement. Donc, on n'en parle pas. Et ensuite, bon, peut-être dans la prochaine décennie, à partir des années 2020, il y aura un autre scandale qui va remplacer celui-là. Qui va balayer, complètement couvrir celui-là. Voilà, et puis on va repartir comme ça. Et puis on va repartir à zéro. Et puis on aura encore des gens autour de nous qui nous diront, mais c'est une vue de l'esprit. Pourquoi est-ce que vous avez l'esprit si mal tourné? Qu'est-ce qui vous arrive de penser que la France vous veut du mal? Ce sont des stratégies, moi je dis, des stratégies
stratégie gouvernementale, il ne faut pas qu'il y ait dans ces régions-là, dans ces régions où la France a intérêt à être positionnée, il ne faut pas qu'il y ait des gens bien soudés qui font peuple. Absolument. Et qui vont pouvoir dire non, qui vont pouvoir dire non, c'est ce. Nous voulons aller dans ce sens. Pas de deuxième Haïti. Voilà, nous voulons aller dans ce sens et pas dans. Non, il faut balayer tout ça au niveau économique, au niveau social, au niveau culturel. Et les atomiser. Voilà. Pour qu'il et c'est très curieux parce qu'on crie tous les jours au manque de solidarité entre nous. Quand vous expliquez aux gens que c'est une construction, que c'est voulu, ils n'y voient que du feu. Et ils répètent tout le temps, ouais, les nègres ne sont pas solidaires, mais les béquets le sont. Voilà. les on choses... se rend compte que chaque fois qu'il y a un problème social, on va saupoudrer quelques petits argent par-ci par-là, et puis les gens vont oublier. Dont ne va bénéficier qu'une toute petite minorité. Voilà, on va saupoudrer des aides sociales à droite à gauche, et puis voilà. Alors sur l'omerta, là encore, je pense qu'il faut faire appel à l'histoire pour questionner la schizophrénie finalement des Martiniquais et leur incapacité parfois à réagir. Tout commence pour beaucoup en 1848, ce qui est faux. Pour moi, ça commence en Afrique, mais bon, admettons que pour beaucoup, ça puisse commencer en 1848, l'accession à l'humanité, en principe, pour les Africains. Et quand on regarde un peu le décret d'abolition de 1848, on s'aperçoit que dans son article 5, il y a une indemnité qui doit aller aux colons, donc c'est la réparation, mais on répare au béquet, en fait, pour chaque esclave affranchi. Au-delà du caractère choquant, scandaleux de cette disposition-là, qui fait que Schellcher est à la base du génocide qui va suivre, en fait, il faut faire le parallèle avec 1981, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. François Mitterrand, quand il arrive au pouvoir, bon, déjà, les gens de droite se disent « Oh là là, mon Dieu, on va voir débarquer les chars russes sur les Champs-Élysées ». Et il annonce, puisque c'était dans son programme, son projet, son plan de nationalisation. Bien sûr, les capitalistes y voient une confiscation et lorsque le projet est voté au Parlement, il y a des députés qui saisissent le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel dont on s'attend à ce qu'il ait une vision conservatrice, protectrice du grand capital. Eh bien non. Chose surprenante, il va rappeler, même pas poser le principe, mais rappeler que le principe de la nationalisation est possible moyennant une juste indemnisation des propriétaires. En fait, c'est le même principe qui a été à l'œuvre, c'est-à-dire que nous pouvons dire que nos ancêtres ont été nationalisés par la République. Ça veut dire que dans les valeurs de la République française, nous sommes la propriété des Français, car ils nous ont achetés. Ils ont acheté nos ancêtres. Et ce faisant, ce fameux article 5 du décret d'abolition du 27 avril 1848 entérine que dans les valeurs de la République, nous ne sommes toujours pas des êtres humains, puisque nous avons été achetés et qu'on ne peut pas acheter un être humain. Et que le Code noir n'est toujours pas abrogé. Et donc, ça explique pourquoi, au sortir de cette abolition, il y a une omerta. On ne doit pas parler du passé. On va même tellement aller de l'avant qu'on va faire de Schellcher notre député. On va tellement vouloir aller de l'avant qu'on va interdire très longtemps l'idée de la mémoire de cela. Et puis, pour faire vraiment un grand raccourci ou le parallèle avec la question chlordécone, eh bien, on va se poser la question, par exemple, de que deviennent les Martiniquais lorsque un temps, ils ont été très militants, et puis ensuite, ils arrivent au pouvoir. Mais pour le chlordécone, on doit, et il faut rendre à César ce qui appartient à César, on doit le coup de projecteur sur le chlordécone à Confiant et Boutrin. C'est leur bouquin
qui a vraiment mis le feu aux poudres. Boutrin arrive au pouvoir. Il est responsable du parc naturel, c'est-à-dire de l'environnement. Chlordécone, c'est un scandale sanitaire et environnemental. Il est conseiller exécutif. A-t-il dit un seul mot s'agissant du chlordécone depuis qu'il est aux affaires? Entend-il convaincre le président Marie-Jeanne et la CTM de se constituer partie civile dans les dossiers? Vont-ils demander réparation à l'État français? Aujourd'hui, bon, je le dis, et ça ne me gêne pas de le dire, puisqu'ils sont dans le même camp. Il n'y a que Nilor qui se soit clairement positionné en tant que député, et puis il ne l'est plus, Philippe Edmond Mariette. Mais nos élus, quand on discute avec eux, ils disent « Ah ouais, tu as raison ». Mais quand ils sont aux affaires, ils sont écrasés, je le crois, par la peur, ils ne s'opposent pas. Par le sentiment de représenter non pas les Martiniquais, mais la France. La France, absolument. Ce sont des élus de la France. D'ailleurs, on disait d'Alfred Marie-Jeanne qu'il était l'un des meilleurs, quand il était président de la région, l'un des meilleurs présidents de région de France. Donc oui, c'est un grand Français. Pour un indépendantiste, je pense que c'est une insulte. Mais en tout cas, qu'est-ce que nos élus font quand ils arrivent aux affaires? Est-ce qu'ils sont les élus de la France ou est-ce qu'ils sont nos élus? Derrière, il ne faut pas attendre du petit peuple, de la Martinique d'en bas, qu'elle soit plus royaliste que le roi. Si les gens qui ont des responsabilités du pouvoir qu'on leur a confié par le vote n'en font rien, aujourd'hui, un Martiniquais ne peut pas descendre dans la rue pour décider que la CTM va se constituer partie civile dans le dossier du chlordécone, ou que la CTM va demander à l'État français réparation pour nous tous, des expertises, par exemple, sur la prostate, sur le cancer du sein, gratuites, généralisées pour tout le monde, ciblées sur les ouvriers agricoles, etc. Si les mesures qui sont utiles à la survie du peuple martiniquais ne sont pas réclamées, exigées par nos représentants qui sont seuls habilités à engager au moins les institutions qui sont censées nous représenter, oui, c'est vrai. Mais nos élites... On est mal barrés. Oui, mais notre élite ne tient son pouvoir que des institutions françaises. Et quand vous dites... voilà, mais à elle de détourner ces institutions au profit du peuple. Mais justement, elle n'est pas forcément dans la stratégie du détour, mais du consensus, parce que c'est vrai que les pressions sont fortes. Les pressions sont fortes. Disons que nos élites ne sont là que par notre volonté. C'est nous qui les avons mis là. C'est ce qu'on dit. Oui. Mais s'ils ne font rien, il faut bien qu'il y ait une pression quelconque. Il faut bien qu'on s'organise. Toutes ces questions, moi je dis d'éducation. Donc on a une population à éduquer. Et des niveaux politiques, oui, voilà. Tout à fait. On a une population à éduquer. Ceux qui ne font pas ce qu'il faut, c'est le peuple qui met l'élite en place. N'oublions pas. Ils sont là par notre volonté. Bon, on va pas discuter. Mais comment on peut parler d'éducation quand justement certains disent, dans des écoles et même dans des lieux très reculés en Martinique, tous les instituteurs sont blancs, c'est-à-dire charrient, au-delà de leur couleur de peau, avec eux des valeurs qui sont celles de la France et pas de la Martinique. Non, mais je veux dire, on va pas détourner notre discussion, il faut qu'on reste sur le génocide. Mais quand on parle d'institutions, je crois que c'est l'un des traits de culture qui nous manque le plus, c'est-à-dire que sur lesquels nous avons le moins produit de réflexion. Une institution, celle qui représente un pays, qui l'institue en tant qu'entité autonome, qui a des responsabilités, etc., est d'abord là pour répondre aux besoins, aux orientations d'un pays, d'une civilisation, d'une culture, tout ce que vous voulez. Nous avons la naïveté de quoi? Que nous pourrons gérer une destinée martiniquaise dans le cadre des institutions françaises. Ça, c'est une erreur. Mais sociologiquement, ce genre de réflexion n'a jamais été mené à la Martinique. Donc, quand les gens prennent le pouvoir, ils s'imaginent que les institutions qui sont en place sont là pour les défendre. Et nous rendons compte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas possibilité de détourner, mais ça demande à notre élite politique et intellectuelle de faire deux choses de plus que ce que font
les députés normaux, enfin entre guillemets, qui auraient à défendre leur peuple. Donc, je voudrais qu'on laisse cette part de ce débat parce que je pense qu'un jour, dans une raison pratique, on va le poser, on va poser ce problème parce que nous arrivons à nos limites en matière de tolérance de situations dans lesquelles nous assistons véritablement à notre disparition et à des dangers ou à des non-défenses de nos intérêts. Vous faites le tour de la Martinique aujourd'hui, je suis désolée, vous vous demandez où sont les Martiniquais. En dehors d'une politique de tourisme à tout va qu'on développe, les gens qui arrivent à la Martinique ne sont pas nécessairement les touristes qu'on croit qu'ils sont. Ce sont des gens qui s'installent, qui voient qu'il y a beaucoup de place à prendre et surtout dans le comment on va dire ça, le processus d'assimilation qui n'a pas cessé, et bien tout ce qui peut se faire ailleurs puisque le cadre est franco-français peut s'importer à la Martinique et les gens développent, proposent, font. Et donc les Martiniquais, on les voit, enfin moi je suis tout à fait atterrée, je me demande tous les jours où sont les Martiniquais en dehors d'être enfermés dans leur voiture et de poireauter des heures dans les embouteillages, d'être dans des bureaux à occuper des postes de sous-fifre, pardon, même pour ceux qui ont des titres très ronflants. Je veux dire, que faisons-nous? Donc la question c'est, à quel moment un peuple, en dehors des stratégies que Madame Bosphore a soulignées, qui sont très importantes, tout est fait pour exploser l'idée de solidarité et l'idée qu'on forme un peuple et qu'on a à s'occuper véritablement de la destinée de son peuple. Mais il y a véritablement une sorte d'inconscience incompréhensible qui fait que ce que dit Monsieur Baude, qu'on est au bord du gouffre et on trouve encore de la ressource pour dire non. Le gouffre n'est pas là, on ferme les yeux et on s'imagine effectivement que de manière tout à fait virtuelle, on va réussir à écarter le danger qu'il représente si on fait un pas de plus. Donc il nous faut comprendre pourquoi, au-delà de toutes les stratégies qui ont été mises en place, pourquoi tous les peuples ont ce réflexe de se protéger, de se préserver, de se sauver. Et pourquoi nous ne l'avons pas? Qu'est-ce qu'on a on a je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a pas de moins, mais qu'est-ce qu'on a gommé en nous qui a fait que l'instinct de survie, c'est ce terme que je cherchais, qui est absolument celui qui permet à une entité, quelle qu'elle soit, groupale ou individuelle, de se sauver de tous les dangers. Eh bien, on dirait que on nous l'a enlevé. Alors, je ne sais pas par quels moyens, mais nous sommes effectivement une population qui prend beaucoup de risques et qui va jusqu'au bord du gouffre avant de se rebeller. Et souvent, il est trop tard. Donc, nous l'avons vu. Nous sommes à un stade de vieillissement qui est l'antichambre de la disparition. Mais comme je dis, pas de la disparition de la société, du groupe humain que nous formons. La société, elle est déjà entre les mains d'autres gens. Donc, elle ne nous appartiendra plus. Parce que nous ne serons plus là si le danger contre lequel on essaye de nous prémunir est vraiment traité, pris en charge. Mais autrement, bon, Madame Bosson, vous vouliez dire? Alors, vous parliez de danger, mais ce qu'il y a, chaque fois qu'on a essayé de bouger, chaque fois que cette jeunesse, que ce peuple a essayé de s'organiser, de bouger, il faut voir la répression qu'il y avait en face. Bon, il y a décembre 59, bon, il y a l'OJAM, il y a 61, Lamentin. Chaque fois que cette population a essayé de bouger pour essayer de faire peuple, il y a dans chez les mêmes Martiniquais, il y en a ceux qui ont dit oh non, on va justement au gouffre. Ils ont cru que c'était ça le gouffre, hein. Et ceux qui ont essayé de bouger, de faire bouger les choses, il y a eu une répression très dure, très féroce. Et aujourd'hui, ils sont très diabolisés. Donc, l'instinct de survie, notre instinct de survie a été, comment on va dire ça, gommé, limé. Et puis, il y a toute cette acculturation, toute cette culture française, européenne, dont on est inondé. On est inondé, qui nous recouvre.
Je ne sais pas si vous voyez, je fais un peu le parallèle avec un arbre et puis sur lequel on met des lianes. Cet arbre ne respire plus. Il faut vraiment des forces extraordinaires. L'assimilation, c'est ça. Hein? Voilà, il faut des forces extraordinaires pour sortir de cette gangue. Si on ne fait pas ça, Alors, moi, je ne dirais pas qu'en fait, c'est une disparition de l'instinct de survie. Je dirais au contraire que c'est la manifestation de l'instinct de survie. De quoi? C'est-à-dire que, sans faire le parallèle avec le viol, mais en même temps en le faisant, le crime contre l'humanité subi par nos ancêtres et que nous subissons encore selon les généticiens qui nous ont expliqué que l'environnement modifie l'ADN, pas la structure, mais la séquence ADN, et que ça se transmet de génération en génération. Donc nous, ici autour de cette table, nous ne sommes pas descendants de victimes seulement, nous sommes aussi victimes. Bon. Et que les crimes contre l'humanité tels que l'esclavage et la traite s'accompagnaient très fréquemment de viols. L'une des portes de sortie de la souffrance et de la folie pour les victimes, c'est une fausse porte, c'est le refoulement. Je pense que plutôt que de dire qu'il n'y a pas d'instinct de survie, au contraire, la manifestation de l'instinct de survie, c'est le refoulement, c'est-à-dire ne pas vouloir ressentir la douleur, ne pas vouloir reconnaître même qu'on est victime. S'aveugler complètement. Oui. Je crois que notre peuple est dans ce degré de souffrance-là, parce que la souffrance est telle qu'il faut non seulement contester son existence, mais contester même le crime. C'est pour ça aussi que chez les Juifs, il y avait des Juifs qui, au sortir des camps, ne voulaient pas entendre parler de la Shoah. C'était les premiers négationnistes, entre guillemets. C'est-à-dire que la première personne qui nie le crime, c'est la victime elle-même. C'est l'un des éléments qui permet de voir qu'il y a un crime. Une des manifestations paradoxales des violences que subissent certains peuples. Et donc notre peuple, qui a été victime et qui est toujours victime, se dit, dois-je accepter ce que un journaliste et homme politique bien connu de Martinique appelait la caldochisation, c'est-à-dire est-ce qu'on doit accepter d'être minoritaire ici? Est-ce qu'on doit se résigner à disparaître et que, comme en Kanaki, que les Kanaks soient minoritaires en Kanaki? Bon, est-ce que cette question se pose en ces termes alors que sur le plan, certes institutionnel, mais le Martiniquais n'existe pas. Dans la Constitution française, on parle de population d'outre-mer, on ne parle pas de peuple, donc on n'existe pas en tant que peuple. Et puis, dans le recensement, et Martiniquais, celui qui a son adresse en Martinique depuis quelques années. Et puis c'est tout. Donc, n'importe quel Allemand, n'importe quel Européen peut venir ici et, entre guillemets, devenir la définition du Martiniquais souche. Mais c'est déjà une réalité de fait. C'est pour ça que je vous ai dit, la société ne meurt pas. C'est nous, le groupe, en tant que groupe qui sentons ou qui croyons que nous sommes on va dire les autochtones. Bon, alors, donc la question on va parler vous laissez donner votre description de l'état de la démographie, mais on revient quand même à la petite définition que je vous ai promise, c'est-à-dire, donc pourquoi est-ce qu'on interroge aussi le génocide ici chez nous? Parce que sociologiquement, on peut en extraire ce qu'on appelle des régularités. Donc, il y a un certain nombre de traits qu'on va voir se répéter et qui vous montrent qu'il y a à l'œuvre une sorte de dynamique qui, si elle n'est pas arrêtée, va atteindre son objectif, c'est-à-dire la disparition du groupe visé, du groupe cible. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons décidé de nous prendre comme groupe cible et de regarder ce qui peut nous arriver. Donc la définition qui est donnée du génocide, je vous la lis: destruction systématique, indiscriminée de tout ou partie d'une population, planifiée par des dirigeants de la population dominante sur la seule base qu'elle appartient à un groupe particulier. Qualification du génocide: il y a génocide lorsqu'il y a mort d'hommes, directement ou indirectement,
des lésions corporelles graves, imposition de conditions destructrices, assimilation, empêcher les naissances intentionnellement, stérilisation, tout cela dans la perspective de dépouiller ce groupe de ses ressources et de son territoire. Dès le début du procès de la colonisation, l'on a assisté à des génocides généralement perpétrés par le Nord contre le Sud. La question démographique est donc au cœur des problématiques liées au génocide. À toutes les époques, la question démographique s'est posée. Empêcher les peuples dominés de se reproduire. Vous avez vu, tout ce qui se fait actuellement contre l'Afrique est d'abord centré sur la démographie africaine. Vous voyez, on propose aux jeunes filles de ne pas faire d'enfants, on leur propose des moyens de contraception, on va appliquer le planning familial aussi drastique qu'on a appliqué chez nous, qui a fait qu'en 2 temps 3 mouvements, nos femmes sont passées de 10 à 1 enfant. Et aujourd'hui, ironie du sort, nous faisons moins d'enfants que la France, qui vient d'avoir 68 millions d'habitants, qui a vécu entre-temps 3 baby-booms, alors que nous faisions nos papy-booms et nos mammy-booms. Alors, nous sommes département français, on se demande pourquoi la France favorise la natalité chez les Français et pas chez nous. Et à ce moment-là, on est dans des questions véritablement politiques. Et peut-être que le fait que nous ne soyons pas maîtres de notre destinée explique que les autres décident combien d'enfants nous avons à avoir, combien d'enfants nous n'avons pas à mettre au monde et à quel vieillissement et disparition nous sommes exposés. Bon. Donc à toutes les époques, on a eu ce phénomène. Madame Bosfort va aborder cette question-là en utilisant donc les concepts de pouvoir, ou lorsque on a justement la capacité de le freiner par un certain nombre de mesures, mais cela demande de disposer d'un pouvoir. Donc la qualification de crime contre l'humanité, dont a parlé Maître Germany, procède de l'effectivité de persécution politique, raciale ou religieuse, et ou extermination, et ou meurtre, et ou torture, et ou viol, qui autorise de parler de génocide. D'accord? Donc, il y a l'aspect juridique, je vais revenir tout à l'heure, mais il faut que vous sachiez que le génocide est pluridimensionnel, il peut être ethnique, racial, parce qu'en anthropologie, on distingue les deux, ethnique, racial, ou ethnoculturel, si vous voulez, racial. Et donc, Maître Germany vous a mentionné le fait que à Cuba et au Brésil, les politiques de blanchissement ont été forcenées, mais pas que. Vous l'avez au Pérou, vous l'avez en Amérique du Nord, lorsque les Africains, les esclavagés d'Amérique du Nord qui avaient droit à 16% à des terres de 16 acres, je crois, de terre pour après l'esclavage s'installer et avoir une petite ressource pour démarrer, on les a empêchés d'avoir accès à cette ressource donc qui était la terre même, et on l'a donné, on a fait mener des politiques comme au Brésil aussi et ailleurs, des politiques de blanchissement. Donc on a donné ces terres pour empêcher que les Noirs n'aient du bien et ne se développent. Malgré cela, les Afro-Américains ne s'en sont pas trop mal sortis, même si c'est dramatique encore. Mais les stratégies de blanchissement, si vous connaissez votre histoire, et il n'y a pas besoin d'être un grand grec ou d'un grand égyptien pour cela, vous allez voir que les traces de ces génocides, de ces politiques favorisant délibérément les Blancs contre les Noirs, sont dans toutes les pages, nos pages d'histoire. Alors, est-ce que nous allons continuer à faire
à écouter ceux qui nous disent que la couleur n'existe pas, à écouter ceux qui nous disent qu'il faut supprimer le terme de race dans la Constitution pour que les situations exterminatrices soient exterminées elles-mêmes. Est-ce que nous allons continuer à écouter ceux qui ont intérêt à nous raconter, à nous faire prendre de l'eau moussage pour l'être, ou est-ce que nous, dans les cales de nos têtes, serons assez vigilants et soucieux de reconquérir notre autonomie de pensée pour dire que il y a des choses qu'on nous dit qui relèvent de la démagogie pure, qui font gagner du temps aux dominants et qui font perdre leur vie ou leur existence propre, même le sens de leur existence, à ceux qui sont visés, c'est-à-dire ce qu'on appelle les groupes cibles. Donc il faut rappeler que très souvent, ces génocides n'ont déclenché aucune culpabilité, puisque ceux qui dirigent le monde sont ceux-là même qui organisent ces génocides, et vous n'avez que très rarement assisté à des condamnations des groupes du Nord qui ont commis ces génocides contre les peuples du Sud. Vous voyez, par exemple, en Australie, les gens en Nouvelle-Zélande, partout dans ces régions du monde, même en Afrique du Sud, y compris dans la Caraïbe, les territoires ont été appropriés et sans qu'il n'y ait eu de procès ou de restitution de territoire, patati patata. Donc, vous êtes dans un monde où cette violence s'exerce de manière permanente, où on voit ses préférences à l'heure et où vous continuez à faire semblant de penser que la couleur n'existe pas, que ça n'a pas d'incidence sur nos vies, que nous sommes libres, nous sommes tous des hommes. C'est vrai, mais rappelons-nous ce que disait Michel Legrand dans sa chanson. Si tous les hommes sont égaux, certains sont plus égaux que d'autres, et ces plus égaux que d'autres-là se sont donné le droit de diriger, de régir la vie de ceux qui sont les groupes cibles. Donc voilà, ici, nous nous positionnons un petit peu comme des lanceurs d'alerte. Donc vous écoutez, réfléchissez et prenez vos responsabilités parce que vous avez des enfants, vous avez une descendance, vous avez des ancêtres qui vous ont légué ce petit territoire-là. C'est vrai qu'on n'a pas réussi à faire que les institutions par lesquelles il est régi soient les nôtres. Mais enfin, voilà. Il y a toujours une possibilité de dire, là, maintenant, on est allé beaucoup trop loin, on va s'arrêter et on va prendre ses responsabilités en sachant que ça ne sera pas un combat de tout repos. Voilà. Donc, on va écouter Mme Bosco. Oui, alors, vous disiez que la démographie est pratiquement au centre du phénomène de génocide, et c'est vrai. Alors, quand, au sortir de la guerre, dans les années 50, la population de la Martinique commence à augmenter, les femmes ont beaucoup d'enfants, la natalité, le solde entre natalité et mortalité, c'est un solde qui est positif puisque la mortalité diminue. On commence à avoir les premiers vaccins. Donc, la population augmente dans cette décennie des années 50. Et puis, tout de suite, dans les années, à la fin des années, même au début des années 60, entre 1960 et 1965, on a l'impression qu'il y a une espèce de peur, une espèce de peur gouvernementale, et c'est là qu'on va voir arriver beaucoup de, de fausses idées, comme je le disais tout à l'heure, l'idée de la famille nombreuse dans laquelle les enfants ne vont pas réussir, toutes ces idées-là dans la famille nombreuse, les enfants empêchent la femme de s'émanciper, les enfants qui vont travailler dans les petites bandes, donc convaincre les familles qu'il fallait faire de moins en moins d'enfants. Et finalement, c'est ce qui est arrivé, mettre en place beaucoup d'autres stratégies pour permettre justement à une jeunesse qui se cherchait, qui s'interrogeait, et les envoyer dans la France hexagonale pour les diluer un peu dans la masse. Donc toutes sortes de stratégies mises en place pour que cette démographie
On a même parlé dans les années 50 de démographie galopante, d'explosion démographique en Martinique. Et puis, on se rend compte que dans les années 60, tout retombe. Et dans les années 70, et puis petit à petit, finalement, on se rend compte que il y a une baisse de la population. Alors, et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui date d'hier. C'est quelque chose qui date dès la fin du XXe siècle, dès la fin après la départementalisation. Oui, les gens. Alors, on se rend compte que c'est maintenant que on s'alarme. Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il faut faire ce qu'on n'a pas fait. Il faut faire ce qu'on n'a pas fait, essayer de balayer toutes ces idées, comme quoi, bon ben, une famille nombreuse, c'est une famille en perdition, une famille nombreuse où il y a beaucoup d'enfants, bon, ces enfants vont se retrouver à la rue. Donc, essayer de faire tout ce qui n'a pas été fait, mettre en place, parce que bon, les femmes, elles veulent peut-être faire des enfants, hein, mais le problème numéro 1 en Martinique, c'est le problème de la garde. Et la précarité aussi, la précarité, bien sûr, elle est énorme. Voilà. Un pays de chômage. Un pays de chômage, on ne peut pas demander aux femmes de faire des enfants. Elles ne veulent pas. On ne peut pas leur demander de faire des enfants s'il n'y a pas de mode de garde. Les conditions ne sont pas réunies. Donc, il y a ces deux premières conditions à mettre en place. Revoir le développement économique de ce pays et revoir aussi les modes de garde, toutes sortes de modes de garde. Ne pas se calquer forcément sur les modes de garde qui existent en Europe. Ailleurs. Nous pouvons, nous avions dans nos traditions. Nous avions justement des modes de garde. Pourquoi ne pas les reprendre, les modes de garde familiales, modes de garde voisins, voisines, des choses comme ça. Donc, il faut remettre tout ça sur le tapis. Bien sûr, en corollaire, comme on le dit, avec la démographie, avec le développement économique. Parce que on se rend compte que, comme le disait déjà Maître Germani, quand on va dans les campagnes, dans les zones rurales, même dans les bourgs, dans les bourgs, on se retrouve avec beaucoup d'enseignants d'origine hexagonale. Mais ça, c'est voulu. Ça, c'est politique. Non, c'est voulu et c'est politique, mais c'est aussi de notre faute. Parce que on est dans un système où l'enseignant est nommé par un ministre. Et tous les enseignants, qu'ils habitent Nevers, qu'ils habitent la Normandie ou qu'ils habitent la Martinique, sont mis sur le même plan. Quand il y a un poste à pourvoir. Quand ils demandent de là-bas à venir ici, ils ont des ouvertures que ceux des nôtres n'ont pas. Eh bien, donc, c'est notre faute. Que faisons-nous contre ça? Ceux qui se battent, voilà. Que faisons-nous contre ça? Voilà. Ceux qui se battent sont... Ceux qui se battent sont peu nombreux et quand ils se battent, ils sont montrés du doigt. Ils sont montrés du doigt, ou alors ils gagnent sur une année et l'année d'après, le système reprend ses doigts et il faut recommencer. Donc il faut jamais baisser sa garde. Il faut jamais baisser la garde, mais le système a le don de vous la faire baisser parce que il s'agit de vous faire croire que, voilà, on vous apaise un instant et on vous aveugle et nous sommes tout prêts à penser que, après tout, vivre, c'est pas se battre tous les jours. Mais que disent ceux qui ne veulent pas se battre? Ah oui, vous avez passé un concours national. Voilà. Nous sommes dans un système national. Tout le monde doit être mis sur le même plan. Et c'est pour ça que l'on se retrouve justement avec tous les postes, les cadres, les postes de cadres sont occupés par les Français blancs. Voilà, parce que c'est ce qui se dit. On met tout le monde en concurrence. Il faut mettre tout le monde en concurrence. C'est le fameux chantage. Alors, je ne sais pas si tout le monde est en concurrence, parce que, notamment pour les postes de garde, j'ai l'impression que ce sont des décisions qui se prennent en haut lieu et de manière tout à fait unilatérale. Et comme ça n'est pas un hasard, justement, en sociologie, on cherche des régularités. Si vous faites le tour des possessions françaises dans le Pacifique, dans l'Atlantique et dans l'océan Indien, vous avez la même configuration. En sociologie, ça signifie que ça n'est pas le fait du hasard, mais d'une organisation, d'une politique délibérée. On peut appeler ça le plan concerté qui correspond à l'élément juridique. Qui constitue le crime contre l'humanité. Et qui constitue le fait qu'il y a bien un choix racial qui est fait à la base de ça.
Et les personnes qui sont issues de ces régions-là sont reléguées à des postes subalternes, ou alors quand elles osent mettre le doigt sur un problème et qu'elles ont par hasard atterri à un poste à responsabilité, on l'a vu aux marins, elles sont virées et leur carrière est terminée. Donc tout cet effort pour se hisser, comme ils disent, au plus haut niveau, et à la première petite bavure dans la vue du système, eh bien, être éjecté, et puis se voir fini de cette façon aussi violente, c'est inciter tous ceux qui ont de l'ambition, parce que nous sommes parmi les êtres humains investis aussi des préoccupations qui sont celles-là, eh bien, beaucoup de gens décident de mettre l'ambition au-dessus de tout, de la dignité, de la morale, de la carrière. Alors on ne sait pas à quoi mène la carrière, qui consiste parfois à aider à détruire son peuple. Donc il faut quand même réfléchir à nos postures. Mais on dirait que nous sommes aveuglés aussi sur le sens de ce que nous faisons. Il suffit de se dire, je veux réussir, je veux pouvoir afficher mon titre de ce que de président de ceci porté et les attributs du pouvoir qui me sont ainsi conférés, plutôt que de me demander, mais au fond, dans quelle action là je suis en train d'être comment on dit ça, de me rendre complice, à quelle forme de situation qui n'est pas forcément propice à mon peuple. Mais comme j'ai pas de peuple, puisque je suis un atome libre, puisqu'on a fait ce qu'il fallait pour que je croie que je n'existe que par moi-même, mais pas que j'existe sans la grande France. Donc, si j'ai à me rattacher et à me soucier de la vie de quelqu'un, c'est pas de ces gens-là qui ne me sont rien, mais de ceux de la grande France. Et c'est bien cela que le système réussit de manière magistrale. Alors, il y a un discours négationniste qui est le discours dominant ici, en Martinique. Ce discours négationniste essaie de s'appuyer sur du bon sens. Exemple, pour ce qui est de l'esclavage et de la traite. Les béquets d'aujourd'hui, disent, moi j'ai rien fait, je ne porte pas de culpabilité, c'est pas moi. Et on entend des nègres dire, mais c'est vrai, ils ont rien fait. Vivons ensemble dans cette république fraternelle et humaniste. À cela, je vais faire du droit pour leur répondre en leur expliquant, par des analogies faciles à comprendre, que pendant la Seconde Guerre mondiale, des Allemands, des nazis, ont confisqué des tableaux juifs, des biens juifs. Ont déporté des juifs dans des trains et dans des camps de la mort comme dans des camps de travail, similaires à nos habitations, ont exterminé soit directement, soit par le travail, des juifs. Pas que des juifs, mais des juifs. Si aujourd'hui, un héritier de ces nazis se trouve en possession d'un tableau ou qu'il a des parts dans les entreprises qui faisaient de la déportation comme la SNCF, ou qu'il est propriétaire de ces habitations comme travail, comme Dachau, Buchenwald, Mauthausen, Auschwitz, il se trouve aujourd'hui vivant en situation de recel de crimes contre l'humanité par la simple acceptation de son héritage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les béquets qui habitent sur des habitations ou qui sont propriétaires de ces terres qui sont gorgées du sang de nos ancêtres sont en situation de culpabilité vis-à-vis de l'infraction de recel de crimes contre l'humanité. Voilà. Voilà qui répond déjà au discours ambiant qui consiste à dire il faut arrêter avec ça, il n'y a plus que tous les coupables sont morts. Eh bien non, tous les coupables naissent tous les jours.
Dès qu'un propriétaire Qu'il n'a pas renoncé d'habitation au bien du fait crime. un enfant Oui. et que cet enfant hérite, Hérite, absolument. il le place en situation de devoir accepter l'héritage, donc accepter un bien qui est... Ou l'héritier renonce au bien. S'il Ça n'est renonce pas au été bien, fait. ça vient dans le domaine public et là, Absolument. il n'est pas en situation de recel. C'est ça. Mais si volontairement, et d'ailleurs, il y a certains titres de propriété, puisque on sait que les actes qui sont chez les notaires sont des actes de succession. Eh bien, on a vu certains notaires afficher dans leur cabinet ou afficher ou publier des actes de propriété des béquets où on voyait tant de terre, tant de cochons, tant de veaux, tant de vaches, tant de moutons, tant de négrillons. et tant de négrillons, tant de négresses, tant de nègres. Absolument. Sur le même acte. Absolument. Et ça prouve le lien qui existe entre la la possession des biens et propriété des hommes. des biens et la propriété des hommes. Tant que les béquets n'auront pas fait le départage entre ce qu'ils avaient le droit d'avoir, ce qu'ils ont le droit d'avoir aujourd'hui, comme n'importe qui, et ce qu'ils n'ont pas le droit de recevoir en héritage, c'est-à-dire des biens qui ont participé à un crime contre l'humanité parce que ça les place en recel de crimes contre l'humanité, tant qu'on n'aura pas fait cette redistribution agraire notamment, et surtout cette récupération du patrimoine, non pas des Martiniquais, de leur histoire, même pas de la Caraïbe, même pas de la France, mais c'est le patrimoine mondial de l'humanité. Comme Gorée fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. C'est l'humanité qui doit être propriétaire de l'habitation X, l'habitation Y, l'habitation Clément. C'est pas nous. Nous n'en voulons pas pour nous, mais pour la sauvegarde de la mémoire. Mais on voit bien qu'il y a un enjeu extraordinaire parce que la mobilisation autour du refus de la question, du traitement de la question des réparations et le fait que les nôtres aussi réduisent ça au fait que oui, on ne veut pas d'argent, c'est quand même absolument affolant parce que là, on a tellement de spécialistes aujourd'hui qui sauraient bien parler de cette question et on voit que nos politiques, nos citoyens continuent à patauger dans des choses qui sont, excusez-moi, un peu primaires. Oui, c'est très... Enfin, je pense qu'il faut qu'on mûrisse aussi dans la façon qu'on a, non pas de se laisser dicter de comment on va traiter d'une problématique, mais de comment par rapport à nos intérêts et à ce qui nous a été fait, nous jugeons qu'il faille discuter et poser ces problématiques. Oui, maintenant, Roland, est-ce que vous voulez bien nous présenter la question démographique dans son évolution, on va dire, vous voulez des chiffres? Je peux vous donner des chiffres pour que nos compatriotes... Ce sont des chiffres de l'INSEE. Donc là, officiel. Hein? Oui. Donc, je me suis basée sur les différents recensements faits entre 1954 et 2013. Et quand j'ai pris, il y a pas mal de recensements, une dizaine de recensements, mais je vais en prendre quelques-uns. Donc je vais en prendre justement le recensement de 1954, on a 239 000 habitants, et le recensement de 1961, donc c'est ce que je parlais, cette décennie 50, qui fait le gain le plus fort de 52 932 000 habitants. Et puis, j'ai choisi un autre recensement, deux autres recensements, celui de 99, où on est à 381 000 habitants, donc on est toujours dans une population qui augmente, mais qui augmente avec le pied sur la pédale de frein, puisque les gains ne sont plus aussi importants. Et puis en 2006, c'était la politique de planning familial qui était déjà en train de faire son effet. Oui. Il y a aussi la politique du Bumidome dans cette période. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, ça fait partie. C'était un élément. Planning familial, stérilisation, Bumidome. Donc, ce qui fait que cette population, elle augmente,
mais vraiment de manière très faible. Et c'est déjà là que certains hommes politiques, certains intellectuels s'en sont alarmés, puisque voilà, on a quand même le livre de Franz Bode, se sont alarmés. Mais la population elle-même était dans une espèce d'euphorie de consommation, de baisse du nombre d'enfants. C'est la contrepartie. Voilà. De la jouissance. On entrait dans l'ère de la jouissance. Oui. En 2006, on est à 397 000 habitants, donc tout proche des 4 000, des 400 000, excusez-moi, tout proche des 400 000, dont toute la Martinique, on attend ces 400 000, mais vraiment avec impatience. Des projets sont faits, des projets qui ne verront jamais le jour pour ces habitants, des lycées qu'on va faire, etc. Et puis, les choses retombent. Dès 2010, les prévisions à la baisse sont déjà alarmantes, dès 2010. Donc, parce que les prévisions de 2010 montrent déjà les pertes. Alors que, vous voyez, c'est quand même 2006-2010, en 4 ans, les choses vraiment retombent comme le soufflé mal cuit, vraiment. Voilà. Et puis, en 2013, les choses se confirment. En 2013, il y a un recensement. Ce n'est plus une prévision. On est à 385 000 habitants, moins qu'en 2006. Et vraiment, et depuis 2013, donc on perd 12 000 habitants, 12 187, entre 2006 et 2013, c'est-à-dire entre 2 recensements. Et il y a encore des prévisions. Et le prochain recensement, les chiffres du prochain recensement, puisque le recensement ne se fait plus comme avant, ne se fait plus sur une année, mais sur plusieurs années, on va dans les communes, etc. Et les chiffres seront publiés vers 2020 et les prévisions sont encore plus alarmantes. Donc quand on regarde la pyramide des âges de la Martinique, on voit une base très large. Une base très large. Départ. Voilà. Aujourd'hui. Au départ. Oui, c'est ça. Une base très large. Et puis. C'est-à-dire une population jeune. Voilà. Et puis, les choses changent. À l'heure actuelle, la pyramide des âges prend une autre forme. C'est ça. C'est la partie où il y a la population âgée qui a tendance à. Une sorte de courbe. Qui a tendance à s'élargir. Comme une coupe. Voilà, qui a tendance à s'élargir. Donc, en voyant ces deux... Mais ça se fait sur très peu de temps. Alors que dans les pays européens, ça prend beaucoup de temps. Absolument, c'est un processus très lent. Tout un siècle. Voilà. Tout un siècle. Et puis on réagit aussi. Chaque fois qu'on voit ces baisses, on relance une politique nataliste. Alors que chez nous, on dit on va mourir, mais on se regarde mourir, on dirait dans la joie. Voilà. Et pour exagérer rien n'est fait pour essayer de contrebalancer. Enfin oui. Construire des EHPAD. Alors, il y a des solutions. Attendez, oui, il y a des solutions. Et qui est-ce qu'on met dans les EHPAD, puisque c'est Timaléré, nous, on pas de l'argent. Bon, alors. Construire des EHPAD. Non, pour des personnes qui ont besoin d'être au soleil. Voilà. Qui est dans ces EHPAD. On avait vu aussi. Qui ont la possibilité de se trouver des EHPAD ailleurs que dans le foie. Bon, alors, ce que je voulais dire, puisqu'on nous a signalé que l'émission doit se terminer, je voulais voir si on avait encore quelque chose sur le plan. Vous avez présenté, donc en gros, la démographie, qui est donc le signal que quelque chose se passe dans notre société. Et vous disiez on le sait depuis longtemps, peut-être certains des nôtres ont tiré le signal d'alarme, mais ça n'a pas été suivi d'une politique, par une prise en charge politique du phénomène. Voilà. Donc aujourd'hui, au lieu de continuer à crier en mouille, on crée des EHPAD. Et on sait que nos gens ont 2 francs 3 sous comme pour leur retraite. Or, c'est très cher d'être dans des EHPAD, donc je ne sais pas pour qui on crée les EHPAD. Peut-être que j'exagère un petit peu, mais enfin, pas trop. Ainsi que je vous le disais tout à l'heure, les 2 choses immédiates à faire, c'est prendre à bras le corps
le développement économique, parce qu'on ne peut pas demander à des femmes de faire des enfants si elles ne travaillent pas, si elles n'ont pas de ressources. Et puis, c'est très important, revoir les méthodes de garde. Je pense que ça aussi... On a les possibilités culturelles de revoir les méthodes de garde. Surtout qu'on a aussi un personnel qui est formé de plus en plus au métier de la petite enfance. Donc on pourrait... Il faut, ne pas appliquer des normes européennes drastiques qui ne correspondent pas comme on est à la dans l'ère culture. de l'assimilation. Et Maître Germany, j'avais sur l'aspect juridique, le code pénal français, dans son livre 2, donc énumère les différents crimes contre l'humanité. Vous nous en avez dit un petit peu, mais il y a une manière juridique donc d'envisager cette problématique, comme vous l'avez dit au début. Alors, le droit français se distingue du droit international et du droit pénal des autres pays en matière de crimes contre l'humanité parce qu'il érige le génocide en tant que premier et plus important crime contre l'humanité, ce qui peut se concevoir. Alors que tous les tribunaux internationaux qui ont existé depuis Nuremberg et les autres, Arusha, etc., la Cour pénale internationale, elle, tout le droit international ne hiérarchise pas. C'est-à-dire qu'il y a une liste de crimes contre l'humanité et qui se définissent les uns et les autres par des actes criminels. Alors, le génocide, si c'est le plus important, c'est parce qu'il s'en prend à l'existence même d'un peuple et qu'on suppose aussi une destruction de la vie. Mais il y a des situations où le génocide n'implique pas la mort de qui que ce soit. C'est le cas notamment, et c'est sur ce point-là que je tiens à intervenir, de ce qu'on appelle le transfert forcé d'enfants. Quand on déporte des gens dans des wagons à bestiaux dans les années 40, ça s'appelle de la déportation. Mais quand à Drancy, on déporte des enfants, ça n'est plus de la déportation, ça devient du génocide. Donc le transfert forcé d'enfants est un génocide parce qu'on s'attaque à la matrice du peuple, au renouvellement par la matrice du peuple. On prive le peuple de ses enfants, donc de son avenir, donc de sa reproduction, de sa perpétuation. Donc nous sommes concernés puisqu'on a empêché aujourd'hui nos femmes. Nos enfants, au-delà du fait de les avoir empêchés de naître par les ligatures des trompes, le planning familial, la stérilisation des femmes, etc., aujourd'hui, par la pression économique la précarité économique, mais la pression que subissent les jeunes qui ont le choix entre rester, c'est plus dans les cages d'ascenseur, mais dans les abribus, ou dans les endroits où il n'y a pas d'abribus, où il devrait y en avoir, et puis partir, c'est une pression qui me semble assimilable à le fait de forcer quelqu'un à devoir partir. D'autant que, je le vois souvent devant le tribunal correctionnel, on voit des jeunes qui comparaissent et puis qui disent oui mais bon je vais partir en France, ou des parents qui viennent dire oui je vais l'envoyer en France, c'est-à-dire que la pression même du monde de la rue et la pression judiciaire fait qu'on a le choix entre la prison et partir en France. Et donc je ne vais pas parler, il nous faudrait une émission là-dessus, de la situation des prisons et du surpeuplement des prisons par nos jeunes. C'est-à-dire qui explose d'ailleurs actuellement. On punit 2,5 fois plus qu'en France, en Martinique. Et ça aussi, ça participe, la pression sur les jeunes et la destruction de notre jeunesse, de nos jeunes hommes, ça participe du génocide. Il faut que nous sachions donner du sens au fait que nos hommes sont dans les prisons. Exactement. Bon, alors, comme il faut qu'on arrête, est-ce que vous voulez dire quelque chose à nos téléspectateurs? Déjà, je vous remercie de m'avoir invité pour pouvoir parler de ce problème démographique. Donc, ce que je voudrais, c'est que les Martiniquais se rendent compte que on ne veut pas les forcer, enfin les Martiniquaises, on ne veut pas les forcer à faire des enfants, mais que les choses sont dramatiques. Ça passe la solution passe par elle. Un relance, ce sont les femmes, voilà. La solution passe par elle. Je ne suis plus enseignante, mais j'ai vu les écoles se dépeupler. Absolument. J'ai vu les écoles se fermer. Et très souvent, l'État prend prétexte de ça
pour pouvoir, alors qu'on aurait pu donner de meilleures conditions d'éducation, de meilleures conditions d'instruction aux jeunes qui restent. L'État prend prétexte de ça pour fermer des écoles et finalement beaucoup de jeunes professeurs, beaucoup de jeunes enseignants qui sont en France ne peuvent pas rentrer. C'est ça. Donc, et je le dis. Et puis les séquelles sont le décrochage scolaire, l'échec. Voilà. Donc il faut qu'on arrête ces vers et Donc, Maître Germani. Si je peux faire très rapidement, je vois plusieurs solutions. La première, bien entendu, c'est le retour vers nos vraies valeurs, c'est-à-dire retrouver notre identité africaine. Une fois qu'on aura retrouvé notre identité africaine, on verra d'un autre œil nos frères de la Caraïbe et nos frères du continent, et on va tout faire pour avoir des relations avec eux, et en étant en contact avec des zones qui ont une démographie plus vivace, on va arriver à retrouver, à rajeunir notre population. Voilà. Et au lieu d'être des atomes libres, persuadés de leur autonomie, de leur capacité de seuls pouvoir régir leur petite vie, eh bien, vous aurez envie de groupe, vous aurez envie de vous transmettre, de perpétuer vos traditions et d'exister aussi sur le plan culturel et non pas devenir de pâles copies de cultures qui ne vous donnent pas ce qu'elles ont de meilleur en elles. Voilà, j'espère que nous avons posé quelques bases de réflexion, que vous ne trouverez pas nos discussions trop polémiques, parce que souvent, ça aussi, c'est une manière de refuser de voir les problèmes. Et si vous avez envie de nous laisser des messages, de faire des remarques, alors je ne sais pas si vous voulez, vous avez des pages Facebook, hein, madame, si vous avez envie, en tout cas, appelez Zouk TV. Enfin, si, il y a la page Facebook contre génocide Peuple Martinique. Ah ben voilà, il y a une page Facebook contre génocide Peuple Martinique. Bonne soirée, bon après-midi et surtout, réfléchissez de la bonne façon aux solutions que nous sommes aujourd'hui les seuls à trouver à nos situations. Merci d'avoir été là. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.